Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier grand chapitre de troisième, puisqu'il nous reste à peu près 5 vidéos à faire pour essayer de comprendre ensemble comment s'organise la France au XXe siècle, politiquement et socialement. Ça va être notre grand chapitre final qui va vous permettre, j'espère, de faire le bilan de tout ce qu'on a vu cette année en appliquant à chaque fois le filtre de toutes nos situations étudiées à celle de la France pour, avec une grande chronologie des choses, pouvoir récapituler l'ensemble de ce que nous avons vu et donc vous préparer au mieux à focaliser vos connaissances sur l'action de ces différentes situations dans notre pays et même au contraire l'action de notre pays dans le cadre de ces différentes situations. Il y a ce jeu de comment la France gère les situations qui sont vécues mondialement et aussi quel est l'impact de la France dans les situations mondiales, bien évidemment. Alors pour ça, on aura à peu près 5 grandes études, donc 5 vidéos à faire ensemble, basées sur une frise chronologique que je vous ai évidemment mis dans le Google Drive, dans le nouveau dossier France, que 20e siècle, que je vous ai mis. Donc, ce qui va d'abord nous intéresser, c'est la période de l'entre-deux-guerres de 1917 à 1935, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous étudierons ensuite le Front populaire, c'est sur la même frise. La Deuxième Guerre mondiale, on n'y reviendra plus en détail parce que c'est quelque chose qu'on a vu ensemble en présentiel au deuxième trimestre. On étudiera par contre exactement de manière plus poussée comment la France, par la quatrième puis la cinquième République, vit la période de la guerre froide et de la décolonisation. Et nous terminerons ensuite par le monde actuel, si vous voulez. Le monde actuel de cette cinquième République qui est encore la nôtre aujourd'hui, en 2020, et qui existe depuis 1958 et qui connaît une crise économique après le choc pétrolier de 1973, crise économique qui est encore amplifiée par les événements que nous avons vécus dans les derniers mois. Ça nous permettra de, en dernier point, voir la succession de l'alternance et de la cohabitation, nouveau phénomène politique qui se met en place à partir de 1974-1975, et les difficultés à résoudre les problématiques issues de la dépression économique et de la montée du chômage. Tout ça, ça va nous prendre à peu près 5 vidéos. Donc, vous avez aussi, en même temps que votre frise chronologique, des ensembles de documents. Et les premiers qui vont nous intéresser, s'appellent Après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est les deux fichiers France 1 et France 2 dont on va se servir aujourd'hui. Rien à voir avec les chaînes de télé, mais plutôt voir avec le sort de notre pays chronologiquement. Alors, première chose, si on regarde notamment notre frise chrono, on va se mettre aussi le petit pointeau fixe pour qu'on puisse surligner, souligner et voir toutes les choses ensemble. Voilà. Donc vous le savez, hein, jusqu'en 1918 se met en place la Première Guerre mondiale. Et pendant cette Première Guerre mondiale, un événement d'importance va avoir des conséquences en France, encore autres que la guerre, c'est la Révolution russe et le passage de la Russie, puis ensuite l'URSS à partir de 1924, au communisme avec Lénine et Trotsky. Donc, première chose, comment la France vit-elle l'après-guerre? Vous le savez, hein, vous vous en rappelez j'espère, le grand personnage qui va mener la France dans l'après-guerre, c'est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, le fameux tigre, qui réussit à partir de 1917 à éviter les grandes mutineries, à redonner un peu du peps aux troupes, mais aussi à l'arrière, pour éviter l'enlisement dans la guerre. Rappelez-vous, 1917, c'est la fameuse année terrible, une année après l'année de Verdun en 1916, où les choses se passent relativement mal de tous côtés, où la population en a assez, voit la guerre s'éterniser, où les soldats n'en peuvent plus de la barbarie des tranchées, et la guerre s'enlise dans une situation dont on ne voit pas la fin. Il commence à y avoir des grèves, il commence à y avoir des mutineries au front. Elles sont combattues par Clémenceau, qui est chef du gouvernement. Alors comment fait-il? Premier document de votre fiche documentaire. Alors lui, c'est un homme politique français radical. Les radicaux, en réalité, ne sont pas radicaux du tout, comme on peut l'entendre dans le sens habituel du mot. Ils sont plutôt centristes. Il y a des radicaux de centre-gauche et des radicaux de centre-droit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les extrêmes politiques. Il est président du Conseil à 2 reprises dans la Troisième République, donc c'est un vieux de la vieille, hein, qui était déjà président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre en 1906-1909, qui va de nouveau l'être en 1917-1919. Et il va perdre l'élection présidentielle de 1920 à cause de quelque chose qui se passe en 1919, malgré
son surnom de Père la Victoire. On va lui donner un autre surnom, c'est Père du verbe perdre, ensuite la victoire, en 1919. Pourquoi ? À cause du traité de Versailles qui négocie. Alors regardez, pourquoi le Père la Victoire devient-il le Père la Victoire ? C'est la chaîne Public Sénat qui nous l'indique dans ce petit document qui est là, que je vais vous mettre un peu plus grand. En fait, son problème qui va lui faire perdre les élections, c'est la manière dont il négocie le traité de Versailles. Alors aujourd'hui, vous le savez, ce traité de Versailles qu'on a étudié, c'est un traité qui porte déjà en son sein une honte vécue par l'Allemagne, celle qui a été jugée responsable de l'ensemble des crimes commis, des crimes de guerre commis pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elle n'en était pas responsable, et qui a amené le concept de diktat en Allemagne, c'est-à-dire de la paix dictée, du coup d'épée et coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire que les Allemands se sont sentis trahis par ce traité auquel ils n'ont pas été invités à la table des négociations. Ce qui a ensuite donné ce sentiment revendicatif qui amène en partie aussi Hitler au pouvoir en 1933. Donc, comme l'indique ce texte, que j'espère vous avez pu aussi stopper pour pouvoir lire, vous avez vu donc que Clémenceau est considéré comme le principal artisan français de ce traité de Versailles, qui lui donne le surnom de Père la Victoire, non plus le père de la victoire, mais le fait de perdre la victoire. On passe de Père la Victoire à le Père la Victoire. Donc jeu de mots là-dessus, pour montrer que ce traité de Versailles, qui a été un compromis, n'a pas convenu aux Français qui voulaient encore plus, pour certains d'entre eux, impliquer l'Allemagne comme étant l'auteur de l'ensemble, et parce qu'il a fallu discuter avec les Américains, avec les Anglais, et tout cela ont des intérêts divergents, il a donc fallu des compromis. Donc c'est une paix qui déçoit, c'est une paix qui déçoit à droite, c'est une paix qui déçoit à gauche, elle est trop dure pour certains, elle est trop molle pour d'autres. Et Clémenceau le paie en 1920, il perd les élections et ne devient donc pas, enfin perd le pouvoir, quoi. Et à partir de là, Clémenceau, qui perd le pouvoir, va amener aussi à de nombreuses scissions. Une partie de l'électorat et une partie des hommes politiques de droite vont lui rester fidèles, et d'autres vont aller progressivement vers une détestation de l'Allemagne, mais aussi une détestation, une haine de l'étranger qui était déjà latente chez certains, ce qu'on appelle la xénophobie, et ça va amener la montée des partis populistes d'extrême droite qui essaient de flatter le peuple, souvent à ce moment-là, ceux qu'on appelle les ligues à l'époque, en lui mentant et en mettant en avant un ennemi que la France aurait. Et vous avez déjà une idée, si vous vous rappelez nos cours sur Hitler, cet ennemi, c'est malheureusement les Juifs, qui sont accusés, là aussi, à cause de l'antisémitisme latent, la haine des Juifs qui existait à l'époque dans une certaine partie de la population, Juifs qui étaient jugés pour certains d'entre eux trop riches, ou bien qui étaient jugés tout simplement différents au niveau de leur fonctionnement de la société, et qui vont donc être désignés coupables de crimes imaginaires pour ça, comme le fait exactement Hitler en Allemagne. Vous allez voir qu'entre les ligues d'extrême droite en France et le parti du NSDAP, le parti nazi, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est vraiment des idées qui sont très très proches, malheureusement. Donc à partir de là, on va avoir vraiment une scission des gens qui vont se séparer dans les deux camps politiques. Alors rappelez-vous vos cours de l'an dernier, vous avez un courant qu'on peut appeler la droite qui lui est plutôt libéral économiquement. Il veut que les entreprises puissent faire le plus de choses possible sans que l'État s'en mêle par des lois. C'est ce qu'on appelle le parti du libéralisme ou du capitalisme. Et très souvent, dans le domaine des mœurs sociales, il est conservateur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas une trop grande évolution sociale trop rapide vers des nouveautés sociales qui seraient jugées trop neuves ou qui seraient jugées non conformes à ce qui se passait avant. Ce courant-là, on peut l'appeler la droite. Donc cette droite, qui est à l'époque conservatrice et qui est capitaliste ou libérale, reste autour de Clémenceau, qui au niveau de son conservatisme, c'est une personne qui est très âgée, qui n'est pas très révolutionnaire au niveau des mœurs, pas du tout à ce moment-là, elle reste plutôt soudée là-dessus. D'autres vont être donc tentés par l'extrême droite des fameuses ligues qu'on étudiera un peu plus tard. D'un autre côté, vous avez toute une fraction de la population qui, elle, va être soumise à une nouvelle influence, celle
de la révolution russe, et notamment qui va devoir se positionner. Est-ce qu'il faut passer au communisme ou est-ce qu'il faut rester à ce que Marx disait? Je vous ramène aussi à vos cours de l'an dernier. Il y a des cours là-dessus justement sur la chaîne, pour les cours de quatrième, pour ceux qui auront besoin d'un rappel là-dessus. Sur le capitalisme, il va y avoir bientôt un sur le marxisme. Donc ça, c'est la gauche. Donc vous avez deux coalitions qui se forment, deux groupes qui existent déjà, mais qui vont devoir se positionner par rapport à ces nouvelles idées qui naissent après la Première Guerre mondiale. La droite, est-ce qu'on va aller vers l'extrême droite des ligues ou est-ce qu'on reste dans la droite libérale et conservatrice de Clémenceau? Et la gauche, c'est est-ce qu'on dit oui au communisme nouveau qui se met en place avec Lénine? Rappelez-vous, tout le monde payait pareil, pas de salaire divergent, un État qui contrôle tout, et la tentation et la dérive évidemment totalitaire qu'il y a eu autour avec Lénine puis Staline qu'on a étudié. Ou bien est-ce qu'on reste sur un socialisme qui s'occupe de la société avec la défense des ouvriers et l'encadrement par l'État, notamment des sociétés dont les patrons ne pourraient pas faire autant de choses que dans le régime libéral, sans aller vers le communisme. Donc vous avez ce partage social de la société au niveau des idées qui va se mettre en place. Alors à la suite de la révolution russe, donc, vous allez avoir d'abord des grèves d'ouvriers qui, pour certains d'entre eux, vont être tentés par ce régime qui est censé donner le pouvoir, rappelez-vous, à ceux qu'on appelle les prolétaires, le prolétariat, c'est-à-dire le monde ouvrier, d'après Karl Marx. Ceux qui ont leur force de travail et pas leur capital pour vivre, et qui ont ce rôle social de travailler. Donc les prolétaires, ça vient du mot grec autour de la notion de travail, de grec ancien. Donc des grèves ouvrières se mettent en place. Sauf que ce bolchevisme, rappelez-vous, les bolcheviks, qui veut dire parti majoritaire, ils ne sont pas majoritaires en réalité en URSS, mais ils prennent ce nom aussi par propagande. Ça fait peur. Et vous allez avoir aux élections de 1920, à cause de tous les problèmes qu'il y a à ce moment-là en Russie, à cause de la guerre civile qui se met en place, à cause du régime extrêmement agressif envers la population et les Russes blancs qui est mis en place par Lénine, je vous renvoie à vos cours qu'on a fait au premier trimestre là-dessus, vous allez avoir le Bloc national, la coalition, donc le regroupement des partis de droite qui l'emporte en 1920 sur le cartel des gauches, c'est-à-dire la coalition des partis de gauche. Et ces partis de gauche vont se retrouver en 1920 justement pour décider. Est-ce qu'on devient un 100% communiste avec Lénine à notre tête par l'intermédiaire d'une organisation de l'internationale communiste, ou bien est-ce qu'on ne veut pas? Est-ce qu'on est modéré et qu'on veut être socialiste, ou est-ce qu'on veut une révolution comme en Russie, auquel cas il faut devenir communiste? Donc la scission entre socialisme et communiste, entre le parti communiste et le parti socialiste, se fait à ce moment-là, en 1920, lors d'une réunion qui a lieu à Tours et qu'on appelle tout bêtement le Congrès de Tours. Alors regardons à quoi correspond à ce niveau-là le Congrès de Tours. Alors première chose, la peur du bolchevisme. Comment elle se voit? Par des affiches comme celle-ci. C'est une affiche au moment des élections de 1919 qui sont mises en place et aux élections législatives. Comment voter contre le bolchevisme? Alors regardez, là vous avez l'homme au couteau entre les dents. Il est rouge, couleur du communisme. Il est mal rasé avec des yeux fous pour montrer qu'il fait peur. Il a le couteau entre les dents pour montrer qu'il a justement les moyens d'exercer une pression et une action néfaste en France, d'après évidemment ceux qui créent cette affiche. Et la doctrine est très simple, le slogan politique est comment voter contre le bolchevisme. Donc là aussi, c'est une affiche de propagande anti-bolchevique qui a été diffusée au moment des élections pour inciter les électeurs à voter contre les partis qui se réclament du communisme. C'est notamment des affiches telles qu'elles peuvent et des idées telles qu'elles peuvent être portées par le Bloc national. Donc le Bloc national, c'est les partis de droite. Alors, que veulent les partis de droite à ce moment-là? Regardez bien, c'est ceux qui militent pour Clémenceau, qui va perdre les élections en 1920. Que veulent-ils?
Vous avez vu, donc première chose, les soldats de la Grande Guerre. Les soldats de la Grande Guerre sont l'essence même de ce parti. Plus de la moitié des nôtres peuvent revendiquer le qualificatif glorieux des soldats de la Grande Guerre. Et eux, rappelez-vous, ils sont pacifistes. Ils ne veulent plus le retour d'une nouvelle guerre, mais également, ils ont peur de l'importation en France de la guerre civile née de la Révolution russe. D'ailleurs, ils sont anticommunistes puisque le parti du Bloc national, les partis du Bloc national disent que la lutte des classes bolcheviques est une forme de guerre civile. Et c'est très clair. Pour eux, la terreur rouge, couleur du communisme, amène la famine, la mort, est une forme de guerre civile. Donc le Bloc national se définit par son anticommunisme. Donc là, vous avez les partis de droite qui militent contre l'arrivée de ce qu'on appelle l'extrême gauche communiste en France, à la suite de ce qui se passe en URSS. À l'époque, on appelait encore ça la Russie. Mais le fait est que les ouvriers, quant à eux, font grève pour avoir plus de droits. Et eux sont écoutés par les partis de gauche. Encore faut-il que ces partis de gauche sachent exactement comment ils veulent s'organiser. Vont-ils rentrer dans le communisme ? Vont-ils être socialistes ? C'est la deuxième page de votre fiche de document qui va vous l'indiquer. Vous allez avoir une scission entre deux partis. Alors regardez bien et dites-moi en regardant ce document comment s'appelle le parti de gauche principal à l'époque. Alors vous avez vu, si vous avez lu, il s'appelle la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. L'Internationale ouvrière représentant les droits des ouvriers, fondée justement par Karl Marx. Ces gens-là, qui sont autour des idées marxistes, on les appelle la gauche socialiste. Alors pourquoi cette histoire de gauche et de droite ? Tout simplement parce qu'ils s'asseyent à l'Assemblée nationale, pour la gauche plutôt à la gauche du président de l'Assemblée, et plutôt pour ce qui s'appelle la droite, à la droite du président de l'Assemblée. C'est quelque chose qui était mis en place depuis la Révolution française et la naissance de ces institutions-là. Donc, ils sont divisés, ces socialistes, au sujet de la Révolution russe. Et un personnage va être particulièrement important, Léon Blum, qui a une particularité, c'est qu'il est juif. Il va donc être aussi le sujet d'attaques racistes, antisémites par les ligues. Et lors du congrès de Tours, en 1920, cette division s'exprime. Faut-il ou pas aller vers le communisme ? Donc si vous allez vers le communisme, c'est que vous êtes d'accord avec la révolution telle qu'elle a existé en Russie en 1917, ou est-ce que vous voulez simplement des réformes pour aider les ouvriers, notamment dans leur rapport de force par rapport aux patrons dans les entreprises, auquel cas vous êtes socialiste. Donc si on récapitule avec notre positionnement politique, vous avez 4 groupes politiques à ce moment-là, après la première guerre mondiale en France. Du côté de la gauche, les plus à gauche sont les communistes. Donc le communisme. Eux, ils veulent la révolution, comme en Russie. Un petit peu moins à gauche que le communisme, vous avez le socialisme. Eux veulent, pour la société des ouvriers, plus de droits dans le domaine de l'industrie, avec plus de rôle de l'État, mais ne veulent pas une révolution communiste. À droite, vous avez le bloc national, composé donc des libéraux de droite. Eux sont anticommunistes et veulent une société, notamment au niveau ouvrier et patron, libérés du carcan de l'État. Et vous avez l'extrême droite nationaliste et xénophobe de ceux qu'on appelle les ligues, qu'on étudiera juste après. Qu'est-ce qui les différencie au niveau des idées ? La scission, elle se passe ici.
Du côté gauche, vous avez donc la gauche. Du côté droit, vous avez la droite. Et plus on s'approche des côtés, plus on va vers les extrêmes. Le communisme et le socialisme ont en commun de vouloir plus d'État. Ils veulent que l'État soit fort et contrôle plus de choses dans la société. Et ils veulent donc moins de capitalisme. En gros, ils veulent que les sociétés ne puissent pas faire exactement ce qu'elles veulent, pas licencier comme elles veulent, que les patrons n'aient pas l'ensemble des pouvoirs, mais au détriment peut-être de l'adaptation facile des sociétés à la situation économique. Quand je dis société, je parle des entreprises, bien sûr. Les libéraux, quant à eux, de droite, donc, veulent moins d'intervention de l'État et au contraire, veulent qu'il y ait moins de limites au capitalisme. Voilà. Globalement et théoriquement, vous voyez que en 1920, vous retrouverez plus le monde ouvrier dans le domaine du communisme et du socialisme, et chez les libéraux, alors je ne parle pas des ligues d'extrême droite, mais je parle bien des libéraux, là, vous allez avoir plutôt tout ce qui est le patronat. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je simplifie évidemment énormément pour vous permettre un petit peu de vous y retrouver dans ce panel politique qui va avoir une extrêmement grande importance. Les ligues d'extrême droite, quant à elles se retrouvent autour d'idées xénophobes, c'est-à-dire la peur de l'étranger. Et cette xénophobie, ce nationalisme, va passer par beaucoup d'antisémitisme. Ce qu'on va prouver avec un certain nombre de documents. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez, quand on résume tout ça, avec la situation politique qu'il y a après la Première Guerre mondiale. Et la détermination de la différenciation entre communisme et socialisme se fait donc en 1920 au Congrès de Tours. Alors, étudions maintenant ce Congrès de Tours pour comprendre. Pourquoi la gauche française se divise-t-elle durablement, tellement durablement que c'est encore le cas, au Congrès de Tours? Là, vous avez par exemple Marcel Cachin qui, lui, est pour le communisme à la tribune. Ce n'est pas du tout, attention, le salut nazi qui fait, il lève le poing, c'est un symbole au contraire de l'international communiste. Alors regardons. Donc voilà la situation. Si vous adhérez à la troisième internationale mise en place par Lénine, alors vous faites partie du parti communiste. Dans ces cas-là, vous voulez une révolution russe en France, à l'identique de la Russie. Si vous ne voulez pas adhérer à la troisième internationale et que vous ne voulez pas la mise en place d'une révolution comme en Russie, en France, alors vous êtes dit socialiste. Et il y a une séparation en deux du parti de la SFIO. Il y a la section française de l'internationale communiste qui est mise en place sous le nom de Parti communiste aussi par Marcel Cachin. Et la deuxième possibilité B, c'est la SFIO qui reprend le nom de l'ancien parti, qui eux vont être appelés les socialistes de Léon Blum. Aujourd'hui encore, vous avez un parti socialiste et un parti communiste qui existent depuis cette scission de 1920. Et là, vous avez deux journaux différents, dont un existe encore, l'Humanité, qui est le journal du communisme, justement. Alors attention, il y a marqué journal socialiste, mais rappelez-vous, tous ces deux-là, avant 1920, communistes et socialistes, ils étaient dans le même parti, qui s'appelait justement Parti socialiste. C'est à partir de 1920 qu'il y a cette séparation qui se fait entre ceux qui disent, avec Léon Blum, nous on veut des réformes, mais pas une révolution. Alors que les communistes autour de Marcel Cachin, je ne me trompe pas, je le mets bien en dessous de Léon Blum, voilà. Alors que les communistes autour de Marcel Cachin, on va le mettre en rouge, couleur du communisme, eux, ils veulent une révolution. Ils attendent ce qu'ils appellent le grand soir.
c'est-à-dire la mise en place d'une révolution bolchevique comme en Russie. Encore aujourd'hui, un communiste se définit par ça, sa volonté de mettre en place un État fort et son attente d'une révolution communiste dans le pays. C'est pour ça qu'à l'extrême gauche, actuellement, la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, a des difficultés à concilier ses positions avec les positions du parti communiste. Justement, vous avez là un mélange de gens qui n'ont pas forcément les mêmes idéologies, même si elles sont toutes situées dans des idéologies dites de gauche, comme on l'a vu auparavant. Donc il y a des différenciations dans les idéologies communistes et socialistes. Même si, vous le voyez, toutes les deux veulent mettre en place des réformes ou une révolution dans le but de donner plus de poids à l'État et moins de poids au capitalisme. Donc voilà, en 1920, le congrès de Tours fait que la SFIO se scinde en deux. Marcel Cachin veut une révolution comme en Russie. Léon Blum, plus modéré, lui, veut des réformes et se distancie de ce que fait Lénine en Russie. Donc voilà pour ce qu'on appelle la gauche. Gros problème, en 1929, commence en France comme dans le monde, vous regarderez le petit document que je vous mets en description, une très très violente crise économique. La crise économique de 1929, elle va amener à un essor de la pauvreté. Alors elle a des raisons particulières liées à un krach boursier qui se passe en Amérique, aux États-Unis. Donc vous avez une chute complète des places boursières et cette crise économique va amener beaucoup de pauvreté et une montée massive du chômage. Pauvreté, chômage, les gens ne comprennent plus et ne font plus confiance à leur gouvernement pour le traiter et vont être de plus en plus hostiles aux hommes politiques et au Parlement. On appelle ça l'anti-parlementarisme. Une tentation qui est encore parfois existante aujourd'hui. Donc les gouvernements sont accusés par les populations d'être inefficaces face à la crise. Et ces populations vont se radicaliser. Et des populistes vont en profiter. Qu'est-ce que c'est un populiste ? C'est quelqu'un qui va profiter d'une situation de crise pour dire au peuple des choses simples, mais fausses, en allant dans son sens, en flattant le peuple, en lui mettant en tête des idées très simples, notamment des idées de bouc émissaire, c'est-à-dire de choses ou de gens qui pourraient être considérés comme les responsables de la crise, même si c'est faux, afin de pouvoir prendre le pouvoir et de pouvoir imposer ces idées-là. C'est ce que font justement les fameuses ligues d'extrême droite. Leur but, c'est d'imposer un État autoritaire. Regardez bien les dates. Vous voyez quand ça se passe ? Ça vous rappelle pas quelque chose ? 1933, Hitler devient chancelier. Vous avez la montée de ces nationalismes aussi en France. Et heureusement, la France a un sursaut d'orgueil qu'on verra dans la prochaine vidéo par contre. Ce sursaut d'orgueil, c'est l'arrivée au pouvoir du Front populaire, justement, de ces partis de gauche qui vont refuser cette idée de l'extrême droite. Alors, quelles sont les idées de nos fameuses ligues d'extrême droite ? On repasse sur notre première page ici. Vérifions nos idées des ligues. Lesquelles sont-elles ? Et bien voilà le genre d'insulte que Charles Maurras, le chef de la Ligue Action Française, va dans un texte, dans un journal, en 1935, imputer à Léon Blum. Ce juif allemand naturalisé ou fils naturalisé n'est pas à traiter comme une personne naturelle, c'est un monstre de la République démocratique, détritus humain, un homme à fusiller mais dans le dos. Donc il appelle carrément au meurtre, une insulte antisémite parce qu'il est juif. Juif allemand naturalisé n'est pas une personne naturelle, donc pas un homme normal, un monstre, un détritus, à fusiller dans le dos. En gros, tuez-le sans respect, Léon Blum, parce qu'il est juif. Donc là, c'est clair et net. Nos ligues sont antisémites et reprennent énormément des idées d'Adolf Hitler. Alors, ces ligues, que veulent-elles ? Que font-elles ? Pendant ce temps-là, Léon Blum, quant à lui, bien sûr, vous le regarderez aussi, ne veulent pas la mise en place du fascisme. On l'étudiera juste après. Alors regardons.
les ligues vont faire une manifestation en 1934. Vous retrouverez ça dans le deuxième dossier documentaire. Donc France 3 cette fois-ci. Alors voilà un texte d'une des ligues, la Solidarité française. Regardez bien et dites-moi quelles sont les idées populistes des ligues. Vous avez vu ? Alors, que pensent nos fameuses ligues ? Quelles sont les idées qu'elles essayent d'inculquer à la population française ? Première chose, dont le nom bien français est tout un programme. Ça, c'est une moquerie grossière en disant que justement, ces gens qui n'auraient pas un nom français ne seraient pas dignes de gouverner. Dedans, vous retrouvez notre fameux Léon Blum. Ce sont des hommes politiques qui sont socialistes et en plus juifs. On accuse le pays de presque entrer en dictature parce que le Parlement serait pourri, les politiciens compromis, qu'il y aurait des scandales qui menacent la sécurité, la guerre civile qui grogne et la guerre qui rôde. Ça, c'est clairement de l'anti-parlementarisme. Tous pourris. Tout le monde serait pourri, tout le monde pourri sauf moi, évidemment, nous dit les ligues. Les ligues, là, prétendent être les seuls à être propres de tout scandale, ce qui est évidemment faux, et à partir de là, les seuls à même de conserver à la France sa puissance et d'éviter la dictature. En réalité, c'est elles qui veulent l'imposer, cette dictature, vous allez voir. Pour ça, on fait peur. On fait peur à la population en disant « paysans, la ruine te menace. Votre situation est assaillie par des étrangers et vous n'êtes plus chez vous. » Ça, c'est de la xénophobie et donc du racisme. Donc on fait appel à ce qu'on appelle le syndrome du bouc émissaire. C'est pas votre faute, les Français. C'est pas votre faute, la crise. C'est la faute des étrangers. Xénophobie. Principale forme de xénophobie, évidemment, des ligues. Ceux qui vont être désignés, comme pour Hitler, on retrouve le même principe, comme étant les hommes à battre par l'antisémitisme, les juifs. Et on finit par un slogan qui naît à ce moment-là, la France aux Français. Sous-entendu, il y aurait des mauvais Français ou des faux Français auxquels il ne faudrait pas que la France appartienne. Alors en 1934, ces ligues vont essayer de faire passer leurs idées fascisantes en organisant une manifestation, le 6 février 1934. Et cette manifestation, elle, dérape. Regardez bien ce qu'en dit le journal Le Populaire. Vous avez 3 petites questions juste en dessous. C'est le texte qui est à droite sur l'image. Alors vous avez vu, les premières heures ont lieu autour du Palais Bourbon, c'est-à-dire autour du lieu où se réunissent les députés. Les manifestants ont tenté, donc les gens des ligues, ont tenté de renverser la République et le régime parlementaire. Et il a fallu tirer avec une dizaine de perturbateurs qui s'écroulent, morts. Hein. Donc il va y avoir des manifestations meurtrières avec des morts à Paris. Et les ligues, à ce moment-là, tentent plus ou moins de prendre le contrôle de la République. D'ailleurs, regardez, voilà l'itinéraire des manifestants le 6 février 1934, avec comme point vers lesquels la plupart des ligues veulent aller, la Chambre des députés. Ils veulent faire pression sur la République pour la faire plier. Regardez aussi cette affiche électorale pour l'élection de 1936. Elle est très claire. C'est une ligue qui s'appelle Parti Socialiste National. Attention, il n'est pas du tout socialiste en réalité comme ceux qu'on a vus auparavant. Et il suffit d'inverser 2 mots pour s'en rendre compte. Parti Socialiste National, Parti National Socialiste, le parti d'Hitler, les nazis, Nationalsozialismus. Donc là, vous avez l'équivalent français du parti nazi. Là, l'affiche est très claire. Il y aurait des vrais Français. Je me suis trompé d'outil. Voilà. Il y aurait des vrais Français et des faux Français. Très clairement aussi, les Juifs sont les salauds qui exploitent les travailleurs.
il faut une révolution nationale contre la pourriture parlementaire et la France aux Français. Là, c'est clair et net, vous êtes dans le racisme le plus primaire. D'ailleurs, regardez, cette allégorie-là d'un membre des ligues, justement, qui fait fuir les juifs que vous voyez ici en bas de l'image, qui contrôlerait les entreprises, porte un uniforme très très proche de celui des troupes nazies, des paramilitaires nazis comme la SA ou la SS. On les appelle les chemises brunes et les chemises noires, et a en main un symbole du passé glorieux de la France, la francisque, soi-disant la hache de la population franque, celle du haut Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge. Donc vous avez là une affiche clairement xénophobe, raciste, antisémite, antiparlementaire, mise en place par les ligues. Donc en 1934, ces ligues tentent un coup de force contre l'État. Et ça ne marche pas. Aux élections de 1936, contrairement à ce qui se passe 3 ans avant en Allemagne avec Hitler qui prend le pouvoir, rappelez-vous, on rajoute en plus en Allemagne le problème du diktat qui fait qu'une partie de la population se retrouve dans les idées d'Hitler qui dit qu'il veut supprimer le traité de Versailles. En France, heureusement, on a des manifestations qui ont lieu, qui regroupent notamment les partis de ceux qu'on appelle le cartel des gauches. Donc les partis politiques de gauche se regroupent et regardez, il y a 3 petites questions qui vont avec notre image et le petit texte qui est marqué en 3. Donc les organisations de gauche qui manifestent en 1935, qu'est-ce qu'elles craignent ? Eh bien, elles craignent les problèmes de liberté démocratique et de paix qui seraient liés avec un pouvoir trop important des ligues, qui sont dites factieuses. Ce seraient des factions fascistes. Rappelez-vous le fascisme, tout ce qu'il y a autour de Mussolini et d'Hitler. Dissoudre les ligues factieuses, ça veut dire les supprimer. Et pourquoi ce lieu ici, Paris, place de la Bastille, comme point de départ de la manifestation, c'est un haut lieu de la Révolution française. En 1936, c'est ce cartel des gauches qui gagne les élections. Il y a un sursaut de la population française qui se refuse de sombrer dans le racisme et la xénophobie des ligues et deviennent donc, pour la première fois, les partis dominants, les partis dits d'un front populaire de gauche. C'est la première fois que la gauche, donc communiste et socialiste, accède au pouvoir en France. Donc, aux élections législatives de mai 1936, il gagne et Léon Blum, qui est celui qui est ici à gauche, est nommé chef du gouvernement, président du Conseil. Donc, il est socialiste. Maurice Thorez, le communiste, l'accompagne dans le gouvernement aussi. Vous avez ici d'autres socialistes et des radicaux de gauche avec. Donc vous allez avoir 3 partis politiques, puis ensuite 2 parce que les communistes vont sortir du bloc, qu'on appelle le Front populaire, qui se réunissent en 1936 à partir justement de l'envie de mettre à bas les ligues et des élections qu'ils gagnent. Ces partis, c'est le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti radical. Donc voilà, le but, c'est de défendre la République par rapport au coup de force qui a été mis en place par les ligues suite au 6 février 1934. Donc, pour ça, si on récapitule, vous avez donc cette suite d'événements qui se met en place. Premier événement, Clémenceau perd les élections de 1920, ou bien qu'il ait réussi à être le père la victoire, il va perdre la victoire, suite à sa négociation du traité de Versailles qui ne satisfait personne. Pendant ce temps-là, la révolution russe divise tout le camp des gauches en 2. Faut-il vouloir une révolution russe importée en France et donc être communiste, faire partie du parti communiste ou SFIC avec Marcel Cachin, ou bien ne faut-il vouloir que des réformes et pas une révolution et être plus modéré, auquel cas il faut faire partie de la SFIO, du parti donc socialiste de Léon Blum. Pendant ce temps-là, parallèlement, se développe l'antiparlementarisme après la crise économique de 1929 et la poussée des ligues d'extrême droite qui cherchent à manifester violemment en 1934 pour imposer un État autoritaire. On mélange bien tout ça. La France aurait pu sombrer, comme l'Allemagne en 1933, vers le fascisme, mais non, il y a une réaction populaire et les partis de gauche qui s'unissent contre la menace de l'extrême droite gagnent les élections de mai 1936 et imposent Léon Blum comme chef du gouvernement. C'est ce qu'on appelle
le Front populaire. Alors que fait ce Front populaire ? Pour la première fois, comme c'est un parti de gauche, il va amener des réformes sociales qui vont dans le sens des idéaux soutenus par les socialistes, c'est-à-dire plus de poids à l'État et moins de capitalisme. Ces réformes sociales ont lieu suite à des accords qu'on appelle les accords Matignon. Alors regardons à quoi ressemblent maintenant les accords Matignon du 7 juin 1936. Vous avez aussi un document vidéo qui est dans la description évidemment. Alors, 3 petites questions sur les accords Matignon. C'est bon, vous les avez étudiés ? Je vous les mets peut-être un petit peu plus grand encore pour ceux qui n'auraient que leur téléphone pour bosser. Non, je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Bref, je ne pourrais pas faire mieux que ça. Donc le 7 juin 1936, là vous avez des extraits des accords Matignon, je ne vous les ai pas tous mis. Alors essayons de comprendre quels sont les avantages que les ouvriers obtiennent et à quoi s'engage le patronat. Il faut dire que pour avoir ces accords Matignon, les ouvriers avaient fait fort et avaient commencé de grandes grèves. En réalité, en 1936, quand le Front populaire arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans un climat de grève généralisée, dans le but de pousser le gouvernement vers des accords qui soient plus favorables aux ouvriers. Première chose, article 2. L'article 2 garantit un droit aux travailleurs, le droit d'adhérer à un syndicat. Un syndicat, c'est une organisation dans le domaine professionnel qui va défendre vos droits. Par exemple, un ouvrier appartenant à un syndicat va pouvoir se voir défendre dans le cadre de son entreprise pour empêcher les patrons d'avoir un pouvoir trop fort. Les délégués syndicaux vont pouvoir représenter les ouvriers et les employés de ces entreprises. Les ouvriers obtiennent aussi des avantages. Première chose, une revalorisation des salaires. Donc on augmente les salaires. Deuxième chose, on met en place des délégués des ouvriers dans les entreprises de plus de 10 ouvriers afin de pouvoir les représenter dans un dialogue social avec le patronat. Troisième chose, le patronat s'engage à ce qu'il n'y ait pas de sanctions pour fait de grève. Mais en échange, les ouvriers doivent immédiatement, à ce moment-là, reprendre le travail. Mais il n'y aura pas de sanctions. Donc, vous voyez que les ouvriers vont obtenir des droits supplémentaires, puisque pour la première fois, la gauche arrive au pouvoir, moins de capitalisme et plus d'État. L'État va donc légiférer, c'est-à-dire créer des lois qui vont amener les entreprises à devoir prendre des mesures et peut-être à faire moins de bénéfices. C'est le corollaire, justement, de mesures à faire. Si vous payez plus vos ouvriers, l'entreprise, au total, va gagner moins. Les bénéfices vont être amoindris. Et les patrons ne pourront pas baisser, par exemple, ne pourront plus décider comme ils veulent de l'ensemble des salaires. Donc si on fait le compte, on va voir encore d'autres choses qui se mettent en place en 1936. Notamment, regardez, une des grandes demandes, là c'est l'image de droite, une limite à la durée du travail. Une semaine de travail à 40 heures. Le but, c'est de permettre deux choses, d'obliger les entreprises à embaucher, puisque vous ne pouvez plus dire à un ouvrier tu vas travailler plus que ces 40 heures-là. Ces entreprises vont devoir embaucher peut-être des ouvriers supplémentaires, puisque le nombre d'heures sera plus réduit. Et deuxième chose, ça va permettre aux ouvriers, notamment, d'avoir plus de temps de congé. Cette semaine de 40 heures, elle est demandée par la CGT, Confédération Générale du Travail, un des syndicats auxquels les ouvriers ont, à partir de 1936, tout à fait le droit d'adhérer pour la défense donc de leurs intérêts dans le cadre des entreprises. Deuxième chose, vous allez également avoir la mise en place pour la première fois, période où le patron va être obligé de payer les ouvriers sans qu'ils viennent travailler. C'est la période des congés payés, en fait des vacances. 2 semaines de congés payés vont être octroyées pour la première fois en masse. Les ouvriers vont pouvoir partir en vacances en 1936. Vous avez aussi un document là-dessus dans le Google Drive. Donc voilà les mesures qui sont prises par le Front populaire. Donc si on les résume, en 1936, les mesures du Front populaire vont être, avec les accords Matignon, des réformes sociales. Une hausse des salaires, le droit syndical, le droit d'appartenir à un syndicat, 2 semaines de congés payés et la mise en place de la semaine de travail de 40 heures. Sauf que ce Front populaire, à partir de 1938-1939, va se casser les dents sur la montée
des tensions liées ensuite à cet événement qui va être une césure dans le XXe siècle, vous savez lequel, la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sera, ceci, le sujet de notre prochaine petite vidéo. Donc vous voyez, un état des lieux mouvementé de la première moitié du XXe siècle en France. Vous avez bien la France qui subit, dans ses actions politiques et sociales, des conséquences de ce qui se passe ailleurs dans le monde. La Première Guerre mondiale laisse des traces. La mise en place d'un monde changé au niveau politique avec deux événements majeurs, la révolution russe qui met en place le communisme en URSS et l'arrivée au pouvoir de Hitler chancelier en Allemagne qui est le summum du fascisme qui commence notamment avec Mussolini en 1922 en Italie, tout ceci va avoir des conséquences sur la politique française. Peut-être aurait-on pu, dans un monde parallèle, sombrer aussi dans le fascisme. Nous ne l'avons pas fait. En 1936, le Front populaire met fin à ce moment-là à la volonté des ligues d'extrême droite de prendre le pouvoir temporairement. Puisque, rappelez-vous, en 1940, avec la défaite, arrive au pouvoir Pétain qui impose Vichy. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine petite vidéo. Et voilà, donc première vidéo sur l'histoire de France au XXe siècle dans le domaine politique et dans le domaine de la société. On en aura encore 4 autres pendant les 3 semaines et demie qu'il nous reste. Sur ce, je vous souhaite de vous porter bien.